Je m'appelle Raïs, je viens de Daraya, ou Daraya, comme on dit en français. C'est banlieue de Damas. Je vous ai amené un peu avec moi en Syrie quand j'étais enfant. J'ai passé une très bonne enfance, mais il y a un vieil homme, il passe dans notre quartier avec une clochette, en fait, et il cherche le ferraille. C'est un business existe là-bas. Donc, nous, les gamins, on était tout petits, on lui donne les moules de gâteau, les chaises cassées ou des ferrailles comme celle-là, il nous redonne des centimes. Donc, on achète de bonbons. Voilà, pour ça, j'étais content. Mais pour aussi devenir beaucoup plus riche, j'ai vendu le fer repassé de ma mère. Il était presque neuf, hein, mais c'était assez bien. Mais vraiment par curiosité, je suis ce mec, en fait, il fait quoi avec les déchets? S'il est prêt à acheter des déchets, donc ça veut dire il fait de fortune derrière, voilà, comme ça dans ma tête. Je suis sur mon vélo, comme lui, il a un tuk-tuk qui ne roule pas vite. Donc j'ai compris qu'il faut, au nord de la ville, ils vendent tous ces ferrailles à la tonne. Je suis revenu assez rapide chez mon père, je dis, écoute, achète-moi un tuk-tuk. Il m'a dit, mais tu fais quoi avec le tuk-tuk? Je dis, il y a le ferraille partout, je vais la récolter, revendre. Il m'a dit, non, non, tu passes ton pack d'abord. Et après, on verra, on fait une vraie entreprise, on achète du métal, je ne suis pas contre. Il m'envoie un mauvais signe que je dois passer mon pack. J'ai accepté. Et plus tard, je veux vraiment entrer dans le projet, rester dans ma tête. La révolution syrienne est arrivée. J'ai participé, écoutez, mes amis, ma ville entière, Daraya, était ville révolutionnaire. On a demandé tous ensemble la liberté et la justice. Mais ça ne va pas marcher, on était perdus. Donc, on était dégagés. Heureusement, hein, on est vivants maintenant. Donc, je viens vous parler. 2020, fin 2012, j'étais au Liban. La ferraille était toujours dans ma tête, mais j'étais en face à d'autres besoins. Vrais besoins. Donc, les enfants syriens au Liban, ils ont une grande difficulté à entrer à l'accès, l'école libanaise. Donc, on a construit une école pour les enfants. Et plus tard, j'ai participé à construire une usine. On est arrivé jusqu'à 50 employés, ça veut dire 50 familles. Mais on était plus tard empêchés de travailler car les talibans, Hezbollah, il y a plein de problèmes. Donc, l'usine était fermée. Et encore une fois, j'étais exilé. En Turquie, j'ai rien fait. 2015, je suis en France. Je suis descendu de l'avion, vraiment, j'ai énergie de volcan. Et je veux entrer dans le ferraille. Voilà, la première barrière, le français. Deuxième barrière, je ne comprends pas le code. Bon, c'est dur. Donc, je me suis intégré dans plusieurs programmes incubateurs. J'ai construit un carnet d'adresses assez solide. Plus tard, j'ai fait des stages chez des entreprises de déchets. J'ai bien compris. Donc, j'ai le savoir-faire. Je veux commencer. Et ça ne marche pas aussi, parce que j'en ai besoin d'un associé. Les clients, ils ne me prennent pas sérieux. Ils pensent que je le parle de l'étranger, mais je suis juste là à Montreuil, en fait. Et j'ai commencé cette défi, chercher un associé. Vraiment, j'ai cherché partout, partout. Il y a une application, sorte Tinder, en fait, pour trouver des associés. Donc, je me suis inscrit, j'ai fait les choses. Je n'ai pas réussi jusqu'à 2019. Je m'appelle Nicolas, j'ai 42 ans. Voilà, moi quand j'étais gamin, à la différence de Raïs, on me demandait bon, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard. Je ne savais pas trop. Et ensuite, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, ça n'a pas trop changé. Alors moi j'ai un parcours classique, on va dire, universitaire, je fais les classes prépa, grande école, je fais un doctorat. Bon, en doctorat, c'était pas facile de trouver la motivation entre les lectures et les références bibliographiques. Donc, pour m'amuser un peu, j'ai monté des projets. Une vente, achat d'huile d'olive en circuit court avec un ami berbère, d'origine berbère. J'ai fait aussi une librairie associative à Montreuil. Et j'ai créé une maison d'édition. Et en 2017, on a publié un livre sur la révolution syrienne avec dedans un chapitre sur Daraya, la ville de Raïs. Tout à fait, pardon Nicolas. En arrivant, j'étais engagé encore. On a fait des articles comme documentaires sur ma ville parce qu'on a une histoire énorme. Donc je ne veux pas que cette histoire ait disparu. Donc on a fait des articles. Heureusement, j'ai trouvé Nicolas après. Bref, à 39 ans, j'étais à l'université, je m'ennuyais un peu et je me suis dit, bon,
Si à 40 ans, j'ai rien trouvé à l'université, j'ai pas de poste, je change complètement de parcours. Voilà. Donc en mai, au printemps 2019, je cherchais un peu ma voie, je candidatais un peu à l'université, mais avec l'idée en tête de pourquoi pas changer complètement d'orientation. En mai, j'appelle Raïs, que j'avais connu à travers cette histoire de livre, et je l'invite à une présentation, il me dit qu'il ne peut pas, il m'invite à boire un café, et on s'échange des nouvelles. Il me raconte une histoire un peu farfelue de ferraille, que il veut devenir riche, voire même qu'il veut changer le monde, et qui cherche un associé. Bon, ça tombe bien, moi je veux quelque chose de complètement différent de l'université, donc là je suis servi, et je lui dis, Raïs, pourquoi cet associé, ça serait pas moi. Honnêtement, au début, j'ai pas du tout cru de ça, parce que je connais Nicolas, même pas depuis longtemps, mais je connais que les docteurs universités, il a une maison d'édition, il n'a rien à voir que de ferraille. Et en plus, chez nous, en fait, un docteur, tu dois avoir ses statuts toute la vie. Et quand tu décides de marier, tu peux entrer chez les bonnes familles facilement, plutôt avec l'accord. Donc, vraiment un statut très très élevé, et on t'appelle docteur, on t'appelle jamais Nicolas. Et toujours. Et donc moi je dis, mais il est sérieux ce mec, mais je suis toujours curieux, je dis, tu es le bienvenu avec ta copine chez nous, avec ma copine, pour parler ce sujet, ton intérêt. Si tu veux entrer dans la société, je t'invite à un dîner syrien. Et il est venu, je me dis, s'il est prêt à parler devant sa famille, devant sa copine, de ce projet de ferraille, ça veut dire, voilà, un bon best pour commencer. Alors, on a eu ce dîner, ensuite on a commencé à discuter concrètement du projet. J'ai décidé de m'engager, on s'est associés, et en août, j'ai commencé à faire le démarchage commercial. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé les entreprises en leur demandant si par hasard elles n'avaient pas de la ferraille à nous donner. J'ai déjà gagné. Et ici, en fait, créer l'entreprise, c'est une histoire. Créer une entreprise en France, c'est pas du tout pareil comme entreprise. Même en Syrie, on n'a pas besoin d'avoir une entreprise. On commence au travail, on poche les gens, on vend le produit, on achète les machines. Si jamais il faut qu'on passe aux douanes, on fait quelques papiers. Et ici, au fait, quand j'ai décidé que je dois commencer, j'ai acheté une imprimante. J'ai commencé à imprimer des papiers, encore des papiers énormes. Et après, j'ai déposé les statuts chez moi. En fait, j'ai appelé ma famille, j'ai dit, écoutez, j'ai fait une entreprise. Ils ont dit, waouh! Ils ont imaginé que je suis sur une usine de 50 salariés ou des choses comme celle-là. En vérité, j'ai une imprimante, j'ai un statut. En commençant à travailler avec Raïs, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas exactement la même notion du travail et de l'organisation. Bon, au début, on a décidé de déterminer un peu les rôles de chacun. On a rédigé une sorte de pacte d'associés. Et dans le pacte, en préambule, j'écrivais Raïs et Nicolas veillent chacun de leur côté à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Parce que Raïs allait avoir un enfant, moi j'avais toujours d'autres engagements, donc je me suis dit attention, il ne faut pas que le projet entreprise nous brûle. Et Raïs il dit oui, très bien, c'est bien, il signe le papier, ok, très bien, on est d'accord. Et 2 jours plus tard, il vient boire un café chez moi. Il me dit vraiment Nicolas, c'est très bien ce que tu as écrit, je suis vraiment d'accord, mais juste une question, c'est quoi la vie privée? C'était une vraie question. Ce que je devais en France, qu'il y a les vacances, il est bien carré. Les gens réservent leur pays pour ces vacances depuis très longtemps. Et chez nous, il n'est pas fixé comme ça en fait. Bon, il y a des vacances, mais pas fixé. Et donc il y a des choses, vraiment, si je prononce bien, RTT ou des choses comme celle-là. Il y a congé, il y a paternité, il y a télétravail, il y a arrêt maladie. Mais il n'est pas mort, le gamin, mais il veut travailler, en fait. Et donc, bon,
j'ai pas vu que ça en fait. Mon père était paysan. Nous, dans le congé scolaire ou après l'école, on le compagne à l'école, en revenant. Et, le soir, il passe chez mes tantes, on visite, même s'il dort un peu assis, mais le soir, quand on revient, parfois, il est à ses associés parce qu'à côté, il est entrepreneur. Il discute le travail. Il a un bon système, moi je trouve. Il est bien hybride entre le travail et la vie privée. Donc, j'ai adoré ça, vraiment. Pour lui, le travail, c'est la vie, en fait. Donc j'ai dû donner certaines limites à Raïs. Je lui ai dit, bon voilà Raïs, écoute, il m'appelait tout le temps, il m'appelle. Je dis, oulala, comment on va faire? Je dis, écoute Raïs, je t'aime bien, tu m'appelles autant de fois que tu veux, mais juste après 18h et le week-end, juste on arrête de parler de travail. Jusqu'à maintenant, il m'énerve quand il dit cette phrase. En fait, on vient de gagner une bourse, compris, c'est important, hein, je ne veux pas dire, mais c'est important, compris du bureau. Ouvert 24 sur 24, 7 sur 7. Espace coworking, on a déposé les ordis, on a commencé à travailler. Nicolas vient me voir, il m'a dit non, écoute, il faut qu'on. Le travail, ça me paraît un peu dur ici, ça ne va pas comme ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux? On travaille. Il m'a dit, à 17h, on ferme. Je dis, mais l'espace, il est ouvert. Il dit, mais nous, on ferme les ordinateurs, on part. Je dis, ok, tu es français, tu sais mieux que moi, donc on ferme. Allez, on ferme. Il m'a dit, on n'est pas fini, je veux travailler 4 jours sur 5, parce que j'ai une maison d'édition, j'ai d'autres choses, parfois je donne 2 cours. Je dis 4 sur 7. Et vraiment, j'ai compté comme ça dans ma tête. Et après, il m'a dit, vraiment, moi j'ai l'habitude, je veux 8 semaines de vacances, je ne veux pas changer ça, même j'ai réduit mes vacances pour toi. Je dis merci. Et j'ai espéré, parce que je dois prendre une décision, normalement mes décisions c'est assez rapide, direct. J'ai pris la bonne décision, on a resté ensemble, parce que je ne veux pas qu'il démissionne au bout d'une semaine. Bon, ben non, tu peux dire le résultat. On a du chiffre d'affaires, on a embauché des alternants, on a encore envie. Donc, on a encore plein d'espoir et c'est plutôt un succès. Mais on peut faire beaucoup mieux. Voilà, ça c'est Raïs, il n'a pas de limite. Un jour, il me dit, Nicolas, il faut qu'on réussisse. Il faut qu'on réussisse vraiment. Et je lui dis, mais Raïs, c'est quoi pour toi la réussite? Et là, il m'a dit, Nicolas, franchement, j'ai pas le temps de me poser ce genre de questions. Non, je peux te dire, avant je continue, je peux te dire, on entre dans le CAC 40. Oh, que je sois le roi de ferraille, peut-être. Ça me... On passe à l'entrée travailler avec un Français comme Nicolas. Ça paraît un peu naturel, ou un peu, mais pour moi c'est énorme. Il n'a pas d'accent. En fait, il parle son accent, donc personne ne croche le téléphone quand on lui parle. Quand j'ai demandé les investissements, c'est énorme en France, les investisseurs, tout ça. Et il me demande toujours, est-ce que tu es tout seul, est-ce que tu as une équipe, est-ce que tu es un Français dans une manière directe ou indirecte, est-ce que tu es diplômé? Waouh! Je vais répondre à leurs questions parce que moi, je suis dans les faits directs, j'ai besoin de l'argent, je dois lancer l'entreprise. Donc, pendant mes recherches, l'associé, je préfère qu'il soit français et qu'il soit aussi diplômé. Au contraire de moi, je suis fâché depuis très longtemps de l'école, en fait, parce qu'une école dans un système dictatorial, c'est comme une prison, au mieux qu'on dit service militaire obligatoire. Même coupe-cheveux, même pantalon, même, je suis sûr. Donc, et heureusement, Nicolas, pas que plus 17, 18. Non. Bah, moi, je peux dire ce que j'ai appris avec Raïs, bah, c'est quelque chose de tout bête, mais il m'a montré ma ville, ma région, sous un angle que j'avais jamais vu. Il m'a montré la ferraille. Je sais aujourd'hui faire la différence entre métaux ferreux et non ferreux. On a transporté de la ferraille ensemble, on a fait des débarras de cave,
Et je peux dire que Raïs, il m'a fait découvrir ma propre ville. Donc, pour terminer, je peux dire, on a réfléchi, on s'est dit, qu'est-ce que c'est entreprendre? Et pour moi, pour nous, entreprendre, c'est traduire. C'est traduire au sens étymologique, d'amener d'un point à un autre. Et le point de départ, c'est un rêve, c'est un projet, et il faut le traduire dans la réalité. Et c'est aussi traduire au sens courant, parce que Raïs, il a une idée qui vient de Syrie, et il a fallu l'amener jusqu'à la France. Mon projet à l'avenir, j'aimerais bien traduire ou retraduire ce projet ou cette entreprise comme il est maintenant vers la Syrie. En fait, j'ai jamais perdu l'espoir que le régime dictatorial un jour va disparaître. Donc la Syrie, elle a besoin des Syriens pour reconstruire. Et mon rêve, mon souhait, mon tout, que traduire à mon pays d'origine tout ce que je prie ici en France, mon deuxième pays. Voilà, merci beaucoup.